sur cette session d'un projet de data science, et plus particulièrement de comment est-ce qu'on l'a amené en production. Donc on se présente en 2 petites minutes. Je suis accompagné aujourd'hui de Kevin. Bonjour à tous. Qui est donc data engineer dans l'équipe data science de AT Internet. Et moi-même, donc Jérémy, je suis data scientist. Donc la boîte, 2-3 mots et 2-3 chiffres. AT Internet, c'est une société qui fait du digital analytics. Vous connaissez peut-être plus le nom de Xiti, pour ceux qui travaillaient dans le web il y a encore quelques années. Donc la boîte a 20 ans. On est un petit peu plus de 200 employés répartis dans plusieurs bureaux en Europe. On a un peu plus de 20 000 sites et applis mobiles dont on mesure l'audience chaque jour. Et ça représente un tout petit chiffre d'un peu plus de 200 milliards d'appels serveurs par mois. Donc vous verrez que dans le cadre d'un projet data science, c'est une véritable contrainte et un enjeu pour nous. Une slide sur nos clients. Alors ça, d'habitude, c'est plutôt une slide utilisée par les commerciaux. Ici, c'est pas du tout le cas. C'est juste pour vous montrer que on travaille, on fournit des solutions pour tout un tas de sites web ou d'applis pour ce genre de clients. Et là aussi, ça va constituer un véritable enjeu pour nous, puisqu'on va on va devoir fournir des modèles ou des produits qui vont être censés s'adapter à tous les comportements des internautes de tous ces sites. Donc vous voyez qu'on a des médias, de la finance, des commerciaux, enfin du e-commerce plutôt, des industriels, des sites institutionnels. Et la véritable difficulté là-dedans, c'est que il va falloir qu'on soit capable de fournir un modèle ou une solution qui s'adresse à tout le monde. Donc vous allez voir comment on peut faire pour y arriver. Quelques mots sur l'équipe Data Science chez AT Internet. Donc le Digital Analytics, il y a quelques années, c'était encore quelque chose de très descriptif, donc des dashboards, tout un tas d'indicateurs, de KPI, pour comprendre qu'est-ce qui s'est produit sur un site, pour analyser les audiences, pour établir des diagnostics. Et depuis quelques temps, et avec l'avènement donc du machine learning et de la data science, on a pu amener une dimension prédictive dans les solutions Digital Analytics, et depuis peu prescriptive. Au-delà de prédire et de décrire ce qui se passe, on va être en mesure aujourd'hui de conseiller et de prescrire des actions à mener pour corriger certaines choses ou pour améliorer d'autres choses. Le workflow de l'équipe. Alors la particularité de notre équipe, c'est qu'on va avoir des personnes qui vont travailler sur des aspects purement modélisation, c'est-à-dire établir des modèles pour répondre à des problématiques de nos clients. Et on va aussi avoir des personnes qui vont être chargées d'industrialiser, de développer ces modèles pour les amener en production. Bien souvent, dans les sociétés dans lesquelles il est question de data science ou de machine learning, vous avez une équipe qui est dédiée à l'élaboration des modèles. Une fois que ces modèles sont consolidés et prêts à être déployés en production, c'est bien souvent une autre équipe qui est chargée d'industrialiser ces modèles. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui travaillent sur des problématiques data science ou machine learning dans la salle? Levez la main. Pas tant que ça finalement. Donc les deux grands types de travaux de l'équipe, comme je l'ai dit, ça va être une partie portée sur ce qu'on va appeler modélisation, où là il va être question de concevoir des modèles, les entraîner, on appelle ça, les tester, les paramétrer, les évaluer leur performance pour éventuellement les optimiser et surtout se doter d'outils de visualisation. Donc vous verrez qu'on a des frameworks et des librairies qui nous permettent d'avoir des interfaces dynamiques pour pouvoir discuter avec les équipes métiers, les équipes produits et les parties prenantes avec lesquelles on travaille. Dans la partie industrialisation, et Kevin vous détaillera cette partie tout à l'heure, il va être question de choses qui sont peut-être plus courantes pour vous, donc on va parler de build, de test, de déploiement, de monito et bien d'autres choses. Un petit mot sur l'agilité. On sait que sur des problématiques, enfin sur des travaux plutôt R&D, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Il y a pas mal d'équipes aujourd'hui dans les boîtes bordelaises et autres qui se posent des questions sur comment appliquer les principes de l'agilité ou les principes Scrum par exemple à des équipes data science. Je laisse la main à Kevin qui est aussi notre Scrum Master. Merci Jérémy. Effectivement, donc on travaille en méthodes agiles au sein de notre équipe. Nous, c'est simple, c'est du Scrum, des sprints de 2 semaines, on fait toutes les cérémonies, on n'a rien inventé à ce niveau-là. Mais par contre, on a un problème, comme l'a dit Jérémy, on a une partie R&D
c'est très orienté recherche. Potentiellement, on ne sait pas où on va, on peut le jeter au bout d'un certain temps. Ça ne marche pas très bien avec ce système-là. Et la partie développement, où là, par contre, tout rentre très bien dans le moule. Je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet, mais je voulais juste parler de certaines particularités au sein de notre fonctionnement. La première chose, c'est qu'on travaille étroitement avec notre product manager. Donc l'équipe travaille sur le produit, on le définit avec notre product manager. Personne ne le définit pour nous. Donc ça, c'est important qu'on garde ça au sein de notre équipe. Et la deuxième chose, c'est la définition du fini. C'est un artefact en méthodes agiles qui en fait nous dit si une story est terminée ou pas. On en a de deux types au sein de l'équipe, ça se fait pas vraiment, mais bon, nous on le fait comme ça. Une pour la partie R&D et une pour la partie développement, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins des deux côtés. Mais il y a une partie qui est identique à l'intérieur de ces définitions définies, c'est la partie documentation. Pour nous, c'est très important de la garder, que ce soit le développement, savoir comment on l'a mis en place, et pour les nouveaux arrivants, savoir comment l'utiliser. Et pour la partie R&D, pas avoir à refaire une phase de recherche 6 mois après, parce que on a oublié comment on l'avait mis en place et les résultats de certains tests et de certains modèles. Donc pour ça, on utilise Bookstack. C'est un logiciel open source, du PHP, ça nous permet de faire du Markdown, du LaTeX, très pratique pour nous, pour écrire toutes nos notes. Je laisse la suite. Alors le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, c'est la détection d'anomalies. C'est un sujet qui est assez classique dans pas mal de domaines. Et donc, on va vous expliquer comment on a réussi à implémenter une détection d'anomalies au sein de nos solutions. Donc tout d'abord, la détection d'anomalies, l'image parle d'elle-même, c'est quelque chose qui est assez répandu et où il va s'agir d'être capable d'identifier au sein de données, peu importe la structure de ces données, ça peut être des données au sujet de personnes, d'utilisateurs, d'internautes, ou des données sur une infrastructure système, ou peu importe, il va être question de repérer des comportements anormaux. Donc ce sujet-là, il se retrouve dans plein de secteurs d'activité, que ce soit la finance, la détection de fraude, que ce soit dans le secteur bancaire, assurance, ou sur des sites de paris en ligne, par exemple. On a des choses aussi qui sont faites dans le milieu industriel pour surveiller sur une ligne de production. Quand vous allez produire un produit, il va falloir détecter des choses qui vont être anormales ou des défaillances. Et enfin, le sujet d'aujourd'hui, dans le trafic web. Nos solutions, elles s'adressent à des traffic managers, à des personnes qui font du marketing, qui sont chargées de surveiller les audiences pour définir des stratégies derrière. Et donc, ces personnes-là vont vouloir détecter des comportements anormaux qui soient à la hausse ou à la baisse. Donc, tout d'abord, on en a parlé dans une autre conférence tout à l'heure, faire du développement ou développer un logiciel, c'est avant tout répondre à un besoin. Ici, les besoins, c'était tout d'abord qu'aujourd'hui, c'est impossible de tout contrôler humainement ou visuellement. La plupart d'entre nous, j'imagine même, sont systématiquement confrontés à de plus en plus d'outils qui nous abreuvent d'indicateurs, de courbes, de KPI. Et on ne peut pas avoir la main ou l'œil sur tout, donc on va avoir besoin d'outils pour automatiser notre surveillance et notre monito. On a aussi un réel besoin d'assistance au diagnostic aujourd'hui, de manière à ce que quand on regarde un KPI, on ne soit pas obligé de se prendre la tête pendant 10 minutes ou des jours même entiers à comprendre si c'est normal ou pas. Voilà, et enfin, quand on parle d'anomalies, on va souvent parler d'alerte, de systèmes d'alerting qui soient capables d'envoyer une notification à un utilisateur, et donc le produit qu'on a dû concevoir devait aussi pouvoir être intégré dans un système d'alerting. Très brièvement, on ne va pas rentrer dans les détails du modèle. L'objet aujourd'hui, c'est plutôt de vous parler de la partie industrialisation et des problématiques qu'on a pu rencontrer. Mais juste pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Donc un modèle, c'est quelque chose qui va être capable de comprendre finalement des caractéristiques sur un jeu de données. Donc là, les données qui nous intéressent dans ce problème-là, c'est des données temporelles. On va travailler sur ce qu'on appelle en mathématiques des séries temporelles. C'est des datas qui sont enregistrées
à pas de temps fini. Et donc, on va regarder tout ce qui se passe dans le temps. Il se trouve qu'en statistique, on a des outils et des modèles qui sont capables de bien intégrer des caractéristiques comme les saisonnalités, les tendances, qui correspondent très bien à des séries temporelles. Et en particulier dans le web, on est souvent confronté à des choses qui sont très saisonnières, et donc nos modèles s'adaptent assez facilement à ce genre de data. Une fois qu'on arrive à appliquer un modèle, il va falloir qu'on soit en mesure d'établir ce qu'on appelle une règle de décision, pour savoir si un point, une observation, est normal ou anormal. Donc là aussi, on a tout un tas de mécanismes et de choses qui vont pouvoir être utilisées pour établir ces règles. Donc là, typiquement, alors on ne voit pas bien les contrastes. Vous avez la courbe orange, c'est les observations, une courbe grise derrière qui va être notre modèle, et on était censé voir une bande bleue autour de la bande grise, qui est ce qu'on appelle un intervalle de confiance, c'est quelque chose qu'on aime bien en statistique. Et la règle de décision, sur ce cas, elle est finalement assez simple, c'est que tout point qui va être situé à l'extérieur de cet intervalle sera considéré comme une anomalie. D'autres problématiques qui se posent, une fois qu'on a cerné la problématique, je dirais, théorique, il va falloir qu'on se pose la question de l'implémentation. Il y a énormément de librairies en data science ou en machine learning qui proposent des modèles aujourd'hui, sauf que pour les séries temporelles, la particularité, c'est que il y a des choses qui existent en Python, il y a des choses qui existent en R. R, c'est un langage qui est à l'origine désigné pour des personnes qui font plutôt de la recherche ou des statisticiens, qui est de plus en plus répandu depuis une dizaine d'années. Et là où on préfère généralement opter pour des libs Python, qui sont très performantes et très bien faites aujourd'hui, pour les séries temporelles en particulier, les libs Python, il s'est trouvé qu'elles étaient moins performantes que des choses qu'on pouvait se trouver dans des librairies R. D'ailleurs, c'est assez amusant. Récemment, Amazon, donc AWS, a sorti un service qui s'appelle Forecast pour faire de la prévision. Donc là aussi, il s'agit de séries temporelles et en fait, c'est des modèles de libR qui sont déployés en prod par AWS. Donc là, on a mené pas mal de campagnes de tests, on n'a pas fait ce choix-là comme ça. Et il s'est trouvé qu'à la fois sur la précision des modèles, mais surtout sur les temps de réponse, c'est les libR qui sont arrivés en tête. Autre problématique, quand vous êtes face à un problème de machine learning, il va falloir calibrer des modèles pour pouvoir régler des paramètres, il va falloir être capable d'évaluer les performances de ces modèles en prenant soin de choisir les bonnes métriques qui permettent d'y arriver. Et enfin, vous allez pouvoir rentrer dans des itérations d'optimisation de ces modèles. Enfin, la dernière étape de toute la première partie de nos travaux dans l'équipe concerne le développement d'interfaces qui vont nous permettre de dialoguer sereinement avec les équipes produits, les équipes métiers. Donc ça peut être des consultants qu'on a au sein de la boîte, ça peut être même directement nos clients, qu'on inclut généralement dans nos cycles de développement pour pouvoir itérer et améliorer nos modèles. Et donc pour ça, on a un framework là aussi qui est issu de R, qui s'appelle Shiny, qui fonctionne très bien, qui permet d'avoir ce genre de dashboard dynamique et qui sont aujourd'hui des outils vraiment formidables pour nous pour pouvoir avancer sur nos projets. Il en existe aussi en Python, il y a des libs Dash qui commencent à émerger mais qui sont un petit peu moins performantes. Donc voilà, ça c'est les grandes étapes d'un point de vue modélisation. Et une fois qu'on a consolidé un modèle et qu'on décide qu'il est prêt à partir en production, c'est finalement là que les choses se corsent. Et Kevin va vous expliquer les étapes qui viennent après. Allez, c'est parti. Ça y est, le POC est terminé. Il nous passe la main. Donc maintenant, on va mettre ça en production. D'abord, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne au sein de Data Internet. Là, j'ai le chemin de la donnée, en fait. Les données, c'est nous qui les récupérons. On va les enrichir, rajouter des données à l'intérieur, les stocker quelque part, les agréger pour que ce soit plus performant. On a un moteur qui tourne derrière qui permet de requêter ces données. L'API utilise le moteur. Les interfaces ensuite font appel à cette API et on peut exporter les interfaces ou les données pour que les clients puissent les utiliser. Donc nous, ce qu'on va créer là, c'est une API qui va utiliser les données existantes pour utiliser notre modèle derrière et savoir si ces données sont en anomalie ou pas. Donc pour ça, on va se placer entre l'API et les interfaces. Donc
Nous, l'équipe Data Science, on va gérer seulement cette partie-là et les autres parties sont gérées par d'autres équipes au sein de la boîte. Donc allons-y, allons développer notre API, lançons-nous. Donc premier point que je voulais aborder, c'est pas forcément quelque chose, on va dire, très important à mettre en place, tout le monde utilise Git. Donc nous on a un GitLab interne, on utilise le Git Flow au niveau du développement, donc on a une branche master, develop, des features branches, release, enfin tout est classique à ce niveau-là. J'ai mis cette slide juste pour rappeler qu'on l'utilise aussi côté modélisation, côté R&D. On n'y pense pas toujours, mais même au niveau des modèles qu'on essaye, qu'on teste et qu'on veut mettre en place, on les garde aussi versionnés et ça nous permet, nous, de nous faciliter la vie ensuite à partir du moment où on veut le mettre en production. On a juste à aller le récupérer et hop, ça y est, on l'a tout de suite pour pouvoir l'utiliser à l'intérieur de notre code. Donc, notre code, justement, on y arrive. Donc, comme l'a dit Jérémy, on a du code Python et aussi du code R. Donc, Python, pourquoi ? C'est une grosse communauté, c'est très utilisé, très pratique. Côté data science, on a plein de librairies, Panda, NumPy, scikit-learn. Côté serveur, pour nous, c'est très facile de les mettre en place. Donc voilà, on ne va pas dire grand-chose de plus là-dessus. Ça marche très bien. Mais on a cette partie R qu'on ne peut pas enlever. Donc plusieurs choix s'offrent à nous pour mettre ça en place, pour mettre notre modèle. Donc on aurait pu choisir de tout faire en R, pourquoi pas, et de virer cette partie Python. Sinon, on peut intégrer la partie R directement dans notre code Python, c'est une possibilité. On peut aussi écrire une librairie en Python qui soit performante. Actuellement, il n'y en a pas, mais on pourrait partir là-dedans. Ou alors, on jette tout et on arrête et on fait du Julia, parce qu'en ce moment, c'est à la mode. Donc Julia, c'est un langage plutôt orienté mathématique, on va dire. Donc, on peut aussi partir de ce côté-là. Donc, vous pensez qu'on a fait quel choix de notre côté? Vous auriez fait quoi? La B? Ça m'arrange, parce qu'on a fait la B, du coup. Après, ça ne veut pas dire que les autres solutions étaient mauvaises, en fait. On aurait aussi pu faire du R directement, écrire une librairie aussi. Pourquoi pas faire du Julia? Moi, j'aurais bien aimé. Mais là, on avait des contraintes de temps, donc forcément, on ne peut pas faire forcément ce que l'on veut. Donc, on est parti sur intégrer la partie R dans le code Python. Et pour ça, on a utilisé RP2. Donc, c'est un framework, une dépendance Python, qui nous permet d'exécuter du code R à l'intérieur de notre code Python. Donc, on lui dit je veux lancer tel script R, je lui donne des données en entrée, je les récupère en sortie à partir des variables R. Ça fonctionne très bien. Ça nous a permis rapidement de mettre en place notre modèle. Par contre, tout ça, ça tourne, on va dire, difficilement sur du Windows. On a RP2, en tout cas, n'est pas vraiment fait pour. Pas de chance, nous, historiquement, on va dire que la boîte, on utilise Windows. Donc on faisait du WSL, on utilisait tout à l'intérieur, on faisait tourner VS Code en WSL, et c'est dégueulasse, le faites pas, vraiment. On a galéré. Et récemment, il y a par contre VS Code qui a sorti le Remote WSL, qui nous permet justement de l'avoir qui tourne sur Windows et d'utiliser la partie Linux derrière seulement pour faire tourner le code. Vraiment, ça nous a changé la vie, on a accéléré le développement comme ça facilement. Donc si vous l'utilisez, utilisez plutôt le Remote WSL. Donc ça y est, notre code est écrit. Maintenant, on va le faire tourner quelque part, et ce quelque part, c'est Docker. Donc on va créer des microservices. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, il faut savoir juste que on est parti sur une image Debian. Derrière, on a créé une couche serveur, une pour la partie Python et une pour la partie Python avec du R intégré. Donc c'est là où on a mis RP2 avec un certain nombre de processus qui tournent. Et au-dessus de ça, on a créé nos microservices, le code métier. Donc là, le proxy, orchestrateur, la partie prédiction, donc là c'est la modélisation, et la partie détection d'anomalies. Pourquoi avoir découpé de cette manière-là? D'une, parce que ça fait du serverless, c'est à la mode, donc on fait des appels de fonctions dynamiques. Super, le serveur, on l'a écrit une fois,
on lui touche plus après, c'est terminé. Et derrière, on a seulement le code métier, beaucoup plus facile à tester et à manipuler. Et en plus de ça, on a Jérémy, par exemple, qui peut aller modifier facilement ce code-là, même s'il ne connaît pas forcément grand-chose en Python. Non, il les connaît un petit peu quand même. Mais il peut aller beaucoup plus facilement modifier ce code que si on avait vraiment mis le serveur dedans, tout ce qu'il y a autour de ça, c'est quand même assez lourd. Il ne connaît pas forcément ces parties-là, et pour nous, ça nous fait un gain de temps que tout le monde puisse aller manipuler ce code-là. Donc ça y est, on a notre image Docker. Par contre, je n'ai pas trop envie de la faire à la main à chaque fois que je veux modifier mon code. Donc pour ça, on a tout automatisé, et on a utilisé Jenkins. Donc Jenkins, c'est un orchestrateur qui permet d'automatiser certaines tâches. Pour nous, c'est simple, on a automatisé tout notre processus à partir du moment où on pousse notre code sur Git jusqu'au moment où on le déploie sur un environnement. Donc on récupère ce code-là automatiquement quand on pousse, et ce qu'il fait, c'est qu'il récupère les modifications, il va lancer tous nos tests, il va créer notre image Docker qu'on a vue avant, nos images Docker, il y en a plusieurs. Il va déposer ça sur un dépôt, comme pour Git, le code est versionné. Les images aussi ont leur propre espace où elles sont versionnées. Et on va déployer ces images sur un cluster Kubernetes. Donc tout ça, c'est pas magique non plus, on lui a dit comment le faire. Donc pour ça, c'est en Groovy. C'est un langage de scripting qui tourne dans la JVM, on peut utiliser du Java à l'intérieur. Enfin, c'est pas trop compliqué à le faire, mais c'est quand même un nouveau langage à apprendre, en plus du Python, plus du R. Donc c'est pour ça que ça rajoute un peu de complexité à l'ensemble. Donc là-dedans, j'ai parlé d'une chose qu'on n'a pas encore vue, les tests. Je vais faire un petit tour là-dedans. Donc les tests, nous, ce qu'on a utilisé, c'est pour tester en tout cas le code Python, c'est UnitTest, un framework basique. On pourrait avoir PyTest aussi, enfin, il y en a d'autres qui existent, mais pour nous c'était le plus simple à utiliser. Donc on définit nos cas de test, on lance ça, on regarde ce qui passe pas. D'ailleurs, si ça passe pas, Jenkins avant, dans notre automatisation, il va tout de suite s'arrêter, il nous dire non, il faut que tu t'arrêtes là, tu codes n'importe comment. Tu vois bien que tu as des erreurs, je passe pas ça sur Kubernetes. Donc pour ça, on a nos tests Python et nos tests. On voit le petit R, sauf que le petit R, en fait, non. Nous, actuellement, on ne l'a pas testé unitairement. On l'a testé, on va dire, un peu plus globalement. Vu qu'il est intégré à notre code Python, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé en input certaines données. On a regardé, le code R se lance. Et derrière, est-ce que ça répond correctement ou pas? Donc ça nous permet de le tester, on va dire, à peu près. Mais en mode black box, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dedans. On aimerait aller plus loin et aussi le tester unitairement, parce qu'on a pu avoir des cas où on avait vraiment une fonction qui ne faisait pas exactement ce qu'elle devrait faire. Et ça, ça nous a un peu bloqué pour la suite. Donc on aimerait vraiment aller plus loin dessus. Ça existe, on peut faire des tests unitaires en R, d'ailleurs, si certains se posent la question. Donc on voudrait l'utiliser pour plus tard. Et ensuite, on envoie tout ça dans SonarQube. Donc ça, c'est ce qui nous permet de faire un suivi de la qualité de code, d'où la couverture de code et du linting, par exemple, à travers le temps, à travers toutes nos versions. Donc je ne vais pas m'étendre dessus. C'est très utile pour le suivi. Derrière, on a les tests d'intégration avec Supertest, qui est écrit en Node. Encore un nouveau langage. Donc pourquoi avoir utilisé Supertest? C'était déjà utilisé dans une autre équipe, donc autant profiter de l'intelligence collective au sein de la boîte. Donc voilà, tout était déjà fait, on en profite. Et aussi parce que j'adore le Node et je voulais quand même en faire un peu dans le projet. Donc on a avec du Python, du R, il fallait bien que je me fasse plaisir aussi. Les tests d'intégration, pourquoi on en a fait? Parce que on est en mode microservice, donc évidemment, nos microservices, on sait qu'avec les tests unitaires, voilà, ils fonctionnent comme on veut. Mais par contre, dès qu'on les met tous ensemble, potentiellement, ça pète au milieu. Donc là, on les met en environnement de développement, on les fait tourner et on regarde si nos tests sont corrects ou pas. Donc, comme je dis, on les a mis sur un environnement. Et cet environnement, c'est Kubernetes. Donc, je ne vais pas trop expliquer ce que c'est non plus. Il y a eu une super présentation de nos collègues juste avant.
qui ont bien expliqué tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Moi, ce que je vais dire, par contre, c'est que y a des machines qui tournent derrière. Voilà. Dans ces machines, on a des pods. Et dans ces pods, on a des containers qui tournent, nos microservices, justement. Donc, savoir comment fonctionne Kubernetes, ce n'est pas forcément le plus important pour nous. Mais par contre, on a besoin de savoir comment tourne notre application à l'intérieur de Kubernetes. Et ça a été un très gros souci de notre côté, c'est de savoir comment gérer les ressources. Donc, on a eu dans la présentation sur Kubernetes justement une explication sur ce qui est les requests et les limites. Donc, on a suivi leurs recommandations, on a regardé comment ça se comportait, on a mis les requests et les limites en conséquence pour limiter notre CPU et notre RAM, et on a regardé, ça répondait en 10 secondes. Sauf que c'est une API en temps réel qui devrait répondre en moins d'une seconde. Sur le coup, on était mal. Vraiment, on ne comprenait pas vraiment. Donc, on a creusé, et en fait, on s'est rendu compte que on ne comprenait pas notre application. Elle ne fonctionnait pas du tout comme on l'avait imaginé. On utilisait en fait des outils pour voir la CPU, la RAM utilisée au cours du temps, mais ces outils qui regardent toutes les 30 secondes à combien on est. Sauf que nous, notre application, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne en pic, et à partir du moment où on a une requête, ça va énormément utiliser de CPU en très peu de temps, et ensuite ça redescend automatiquement. Donc on ne le voyait pas à travers nos outils, mais par contre, si on ne lui donnait pas assez de ressources, il mettait beaucoup de temps parce qu'on avait le throttling, comme ça a été expliqué dans la précédente présentation. Et derrière, on avait des temps de réponse abominables. Donc après avoir vu ça, on a augmenté, on a pris ça en considération, et tout de suite, ça allait beaucoup mieux. Donc ça y est, ça c'est géré. On peut mettre sur Kubernetes, sauf qu'en fait, on a plein de clusters Kubernetes. Il faut être capable de mettre ça sur différents environnements. Donc si on mettait direct en production, on pourrait le faire, hein, j'aime bien, mais il ne faut pas. On passe par différents environnements, développement, intégration, pré-production. Donc il faut savoir déployer sur chaque cluster, et il faut aussi savoir faire des montées d'environnement, passer de développement à l'intégration, à la pré-production, jusqu'à la production, où là, enfin, on peut utiliser notre code. Allons-y, allons utiliser notre code. Donc, on a notre interface, notre magnifique interface, sauf que là, déjà, petit problème, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est notre équipe DataVis qu'on a au sein de la boîte. Pourquoi problème? Parce que ça apporte de l'adhérence, il faut qu'ils sachent comment appeler notre API. Donc là, il faut qu'on discute avec eux déjà du contrat d'entrée. Et de l'autre côté, il faut qu'on discute avec eux du contrat de sortie. Comment on va leur restituer les données pour qu'eux nous affichent nos belles courbes avec nos anomalies à l'intérieur. Donc ça demande du temps, ça demande beaucoup d'allers-retours. Pourquoi pas avoir justement plus de ressources DataVis au sein de notre équipe? C'est des questions qu'on peut se poser, par exemple. Mais en tout cas, le fonctionnement actuel, nous, c'est comme ça, de discuter avec cette équipe-là. Donc ça y est, l'interface, c'est bon, c'est fait. Continuons. Donc on arrive sur notre API. Donc c'est une API qui fait du cache, de l'authentification, de la gestion de droits, de l'anti-bombing, que des trucs que je ne sais pas faire en fait. Moi, je ne fais pas ça. Heureusement, en fait, c'est une API qui a déjà été réalisée par notre équipe API, justement. Donc cette équipe, c'est en fait le point d'entrée de toutes les API au sein de la boîte. Ils ont déjà mis ça en place, il faut profiter de ces fonctionnalités. C'est ce qu'on a fait du coup. On s'est mis donc derrière cette API-là. Et enfin, on peut accéder à notre API qui, elle, va récupérer les données, va faire tourner nos modèles à partir de ces données-là, et ensuite retourner la réponse pour enfin avoir nos jolies courbes et notre détection d'anomalies. Donc là, on se dit, ça y est, c'est terminé, tout notre projet il est bon, on a nos données, sauf qu'il va falloir un peu vérifier comment ça se passe. Ça, c'est aussi au sein de l'équipe que ça se passe. Donc là, on a logué nos services pour voir justement, est-ce qu'on a des erreurs en production, est-ce que tout se passe bien, les temps de réponse, est-ce qu'ils sont corrects. Donc là, on va dire que c'est assez classique au niveau développement pour savoir comment tout se déroule.
Mais on a aussi la partie modélisation. Il faut regarder comment ça se passe, combien on a d'anomalies qui sont levées à chaque fois qu'on a une requête, est-ce que notre map est correcte. Donc tout ça, ça nous permet au niveau du workflow, on avait vu, de repartir sur la partie modélisation et du coup de se dire si on modifie notre modèle, est-ce qu'on est moins bon, est-ce qu'on est meilleur que le modèle existant? Qu'est-ce qu'il faut changer parce que certaines métriques ne sont pas correctes par rapport à ce qu'on attendrait. Ça, c'est tous nos logs qui nous permettent de voir ça. Ça y est, là maintenant, je crois qu'on a mis notre code en production, il tourne, on l'a utilisé, tout fonctionne bien, on le voit. À toi la main. Un petit mot pour conclure, merci Kevin. Donc juste rappeler les étapes importantes et surtout quelques recommandations par rapport à tout ce qui a pu être vu jusqu'ici. Donc c'est quelque chose qu'on répète tout le temps dans n'importe quel projet finalement, c'est le fait de toujours être itératif. Pour nous, c'est très important de se forcer vraiment à appliquer ces principes-là parce que souvent, quand vous êtes sur des développements de modèles en R&D ou sur des problématiques machine learning, on a souvent tendance à vouloir très vite atteindre des performances parfaites, avoir un modèle optimal. Sauf que la création de valeur, finalement, elle peut s'atteindre bien plus vite auprès des clients et que bien souvent, une simple courbe, une petite information peut leur être d'une grande utilité. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'appliquer, du moins de plus en plus, et qu'il faut s'astreindre à faire, je pense. Deuxième chose, c'est vraiment, dans des équipes data science, mais au-delà aussi, c'est se doter vraiment d'outils, des interfaces qui vont vous permettre de discuter avec des gens du métier, avec des personnes qui ne sont pas du tout au fait de ce que c'est une API, ou de regarder des choses de manière très chiffrée ou très brute. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de faire des interfaces très rapidement, enfin, du moins dans nos équipes. Et donc, c'est quelque chose qui nous a vraiment aidé à aller plus loin justement dans les cycles et dans les itérations de développement et dans les dialogues avec les équipes produits et même nos clients. Autre chose, Kevin l'a rappelé aussi tout à l'heure, c'est toujours s'assurer que notre code soit versionné. C'est quelque chose qui est très classique aujourd'hui dans le domaine informatique, mais qui n'est pas forcément toujours respecté dans toutes les équipes qui font de la data science. Et donc c'est vrai que ça nous a là aussi aidé à franchir un palier en termes de délivrabilité et de rapidité de mettre en production des modèles. Donc dès qu'un modèle était opérationnel en modélisation ou en R&D, on le versionne, on le stocke proprement dans un repo Git et il peut partir en production à la demande. Tout à l'heure, Kevin disait qu'on était capable de réintégrer un modèle dans un cycle de développement. Voilà, ça nous permet de switcher facilement d'un modèle à un autre en fonction du besoin, ou même des saisonnalités finalement des sites web. La doc, là aussi, c'est un grand principe que tout le monde essaie d'appliquer, mais d'autant plus chez nous, c'est quelque chose qui est capital pour pouvoir anticiper, je dirais, les étapes d'industrialisation et pour pérenniser finalement un projet, pour pouvoir intégrer facilement des nouvelles personnes qui vont venir travailler dessus. On essaie de s'efforcer d'établir une doc dès les premières heures finalement passées à travailler sur un projet. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait au début, je pense, un peu comme tout le monde, mais qui nous a vraiment aidé par la suite à accélérer sur la mise en production de nos modèles. Autre chose, le fait d'être toujours dans une démarche collaborative et collégiale. Donc, je le disais tout à l'heure, dans notre équipe, on a vraiment la chance d'avoir des personnes qui sont chargées de concevoir des modèles et des personnes qui sont là pour les amener en production. Dans pas mal de boîtes, c'est pas forcément le cas, et d'instaurer un dialogue dès la conception des modèles, dès les premiers instants où on va travailler sur un projet avec les équipes qui seront chargées d'implémenter ces modèles, c'est quelque chose qui peut être très utile et surtout qui peut aider à faire des choix cruciaux pour les projets par la suite. Une autre chose, toujours se remettre en question, toujours douter finalement. C'est ce qu'on a fait au moment où on a décidé d'implémenter des modèles en R. C'est vrai que si on s'était tous reposés sur nos affinités, je pense que 100% de l'équipe aurait voulu partir sur du Python. On sait qu'en production, c'est quelque chose qui est beaucoup plus robuste, qui tourne très bien et qui est bien maîtrisé, sauf que en confrontant les modèles, en les mettant un petit peu à l'épreuve, on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir
il pouvait y avoir mieux et que ce n'était pas forcément un frein d'intégrer du R ou un autre langage au sein de notre API Python. Enfin, dernière chose, dans toutes les étapes des process d'industrialisation, on a vu qu'il y avait pas mal de techno, d'outils et de frameworks qui pouvaient être utilisés. Là aussi, c'est quelque chose, je pense, au départ, on a peut-être eu tendance à vouloir réinventer trop de choses, réécrire trop de choses, alors qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de techno et de super outils qui existent. Donc là aussi, ne pas hésiter à faire confiance à ces outils-là, essayer de les intégrer dans nos environnements, dans nos applications finalement. On utilise aussi beaucoup de choses issues du cloud computing. Là aussi, il y a maintenant tout un tas de services qui sont disponibles et qui permettent de mener à bien des projets très très rapidement par rapport à ce qui était fait il y a encore quelques années. Voilà pour ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et on est dispo si vous avez des questions, bien évidemment.